Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour mon métier, ma passion. Et puis là, je suis toujours avec Fred Copeau, Copeau Guitare. Donc, on va encore parler de guitare. Et moi, je voudrais savoir comment on a envie de devenir luthier. Comment dans sa tête, on se dit, je vais être luthier parce que c'est un métier quasiment pas connu, quoi. Enfin, quand on est enfant, c'est pas le premier métier qui nous vient à la tête, quoi. Voilà. Alors, comment t'as cheminé pour être luthier? Non, effectivement, c'est le terme de luthier ne m'était pas connu, en fait, à 15 ans. Quand j'ai eu la incroyable chance d'avoir un prof de guitare qui m'a proposé de l'accompagner pour rendre visite à son luthier, il m'avait dit, je me souviens, je n'avais pas osé dire et c'est quoi ce truc-là. Je pense que je comprenais intuitivement, parce qu'il me disait, je vais voir mon luthier, parce qu'il est en train de me faire une guitare, et il faut que j'aille le voir, et peut-être que ça t'intéresserait. C'est quand même incroyable. Et j'y suis allé, il a pris sa voiture, il m'a emmené jusqu'à Saint-Malo, j'habitais la Granville à l'époque. Et j'étais surtout content aussi d'une balade avec le prof qui avait 10 ou 15 ans de plus que moi. Voilà, c'était une reconnaissance aussi quand même d'être emmené par son prof. Ouais, oui, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, il y avait cette espèce de truc. Je crois qu'il avait repéré que je bricolais quand même autant mes guitares que je les jouais. Si tu veux. Je démontais les mécaniques pour remettre un peu d'huile. Elles étaient toujours accordées. Les cordes, je les changeais souvent. Enfin, tu vois, j'avais déjà ce côté, mais que j'avais pour tout ce que je faisais, le vélo, comme le reste, de bricoleur naturel, quoi, on va dire. Et il m'emmène donc à Saint-Malo, à Saint-Servant, et on va voir quelqu'un qui s'appelait, parce qu'il est décédé il y a quelques années maintenant, Didier Pavie, et qui a été un luthier en Bretagne assez connu, qui a fait des guitares pour pas mal de gens, je pense particulièrement à Gérard Delahaye, et puis pas mal d'autres, hein, mais qui a cessé la lutherie plus tard, mais je reviendrai dessus. Là, ce jour-là, j'ai pris la claque, vraiment la claque, quoi. Une claque qui a effectivement fait basculer en gros mon ambition et mes réflexions d'architecture et de choses comme ça, directement vers je veux. Oui, parce que dans ta tête, avant cette visite-là, tu avais plutôt envie d'être architecte ou quelque chose. Quand j'avais 10, 12, 13 ans, je sais plus, si je pensais à un métier un peu fascinant comme ça, et il fallait bosser pour y arriver certainement, mais voilà, j'adorais le concept, l'idée de construire des maisons. Mais là, il n'y avait plus de réflexion, de sujet. C'était la lutherie, faire des guitares. J'ai découvert ce jour-là qu'effectivement, toutes les guitares n'étaient pas faites dans une usine au Japon, quoi. Parce qu'à l'époque, c'est les marques Hondo, tout ça, c'était tout. Mes guitares, c'était des japonaises. Donc, je rentre chez moi absolument déterminé. C'est le coup de foudre. Oui, c'est vraiment le coup de foudre. La claque, le sentiment, on parle de Madeleine de Proust, qui me restera toujours, c'est l'odeur. Si je rentre aujourd'hui dans un endroit où de l'érable a été coupé, ça restera, ça va me ramener directement à cet endroit-là, chez Didier Pavie, parce qu'il faisait des guitares justement dans des bois assez atypiques, comme de l'érable. Du coup, les guitares avaient des couleurs différentes, elles étaient plutôt claires, blanches, avec des filetteries bleues. C'est tout ça aussi qui m'a fasciné, c'est que, on peut faire une guitare autrement que dans ces bois un peu tous brun foncé, qu'on voit dans les magasins, des rayons entiers, quoi. Et ça a du sens par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Ça restera quelque chose, c'est quelque chose qui est très très présent. Donc Didier Pavie, involontairement évidemment, mais il détermine mon choix, qui a été de ne plus penser qu'à ça, et accompagné, en tout cas soutenu par mes parents, qui m'ont juste dit « passe ton bac d'abord », comme tout le monde, plein de générations, mais malgré tout, qui m'ont aidé à trouver, notamment mon père, à trouver ce stage à Rennes, une fois le bac en poche,
en 1980, je crois 80 ou 80 je crois, un stage chez un luthier rennais de violon là pour le coup, donc un violonnier on devrait dire. Je sais pas si ça se dit. Si ça se dit, ça se dit plus, mais ça se disait. Et j'ai la chance de pouvoir passer plusieurs mois chez donc Christian Boyer, il s'appelle, et d'apprendre le b.a.-ba, d'abord du travail du bois de précision avec des outils, des gouges, des ciseaux, des scies, très très peu de machines. Très, très peu. Ouais, c'est vraiment un travail presque d'ébénisterie. Est-ce qu'on peut en faire une comparaison ou pas? Oui, c'est le travail du bois de précision, oui, mais l'ébénisterie peut être parfois encore plus pointilleuse et encore plus poussée dans la recherche du détail, mais ce sont des techniques comparables et voire connexes, mais le violon c'est très très spécialisé. On apprend surtout la gouge, à faire des voûtes, la restauration aussi, la réparation, la restauration. La gouge c'est comme un ciseau à bois courbé, quoi. Exactement, c'est un ciseau à bois avec plein de courbes différentes selon ce qu'on veut creuser et comment, quoi. En tout cas, je découvre tout ça, j'apprends tout ça, j'ai le bonheur de pouvoir faire un violoncelle, quelques violons, et de pouvoir du coup postuler à une école en Angleterre, à Londres, que j'avais déjà été visiter avant cet apprentissage, on va dire, d'1 an. Il t'avait dit quoi à ce moment-là? Il m'avait dit, c'est super d'être motivé, mais faudrait apprendre un peu quand même avant de venir ici. Revenez quand vous saurez faire un peu des choses. Et quand je suis revenu avec un violoncelle que j'avais fait l'année passée, et puis des photos de quelques violons que j'avais fait également dans l'atelier, là, ils ont été assez convaincus. Ils m'ont pris dans cette école qui durait 3 ans. Et j'ai commencé dans l'atelier violon, puis j'ai rapidement glissé de plus en plus, cours du soir d'abord, et puis ensuite mes journées entières, dans l'atelier guitare pour finir par ne faire plus que ça, quoi. Parce que c'était peut-être lié à ta culture musicale, entre le classique et le folk ou le jazz, etc. Tu étais plus attiré par la guitare pour ça? Ouais, c'est tout à fait ça. J'ai été fasciné par le violon en tant qu'objet à construire ou à restaurer, mais la culture n'était pas la mienne, tout simplement, et j'aurais été décalé par rapport à une clientèle si j'avais persisté dans ce métier-là, cette branche très précise qu'est la lutherie violon. Est-ce que le conseil aurait été pas pertinent, peut-être? Oui, c'est ça. J'aurais pas été en phase dans les discussions musicales, quand on crée un instrument pour quelqu'un, on a besoin de savoir la musique qu'il fait, on a besoin d'entendre ses besoins, ses attentes, et il faut parler la même langue, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, on va, voilà, et le stage, l'école à Londres, c'est un truc extraordinaire. Déjà, aller à Londres, t'avais quoi, 18 ans quand t'es parti à Londres? 18-19, c'est déjà une aventure que de partir 3 ans à l'étranger. Ouais, c'est sûr, ouais, bien sûr, je regrette pas du tout, ça a été quand même 3 ans exceptionnels. Un peu l'époque punk aussi, mais pas que, j'allais quand même aussi écouter des concerts de Pat Metheny, et un peu au cinéma, et puis beaucoup dans les pubs, et des tas de petits concerts. En Angleterre, si on va pas dans les pubs, on va nulle part, hein. Non, c'est ça, de toute façon, c'est là que la vie a lieu, oui, complètement. On va beaucoup plus dans les pubs que chez les gens. Mais oui, bien sûr, 3 années formidables. Et puis retour à Rennes pour un truc dont les jeunes n'entendent plus parler aujourd'hui, qui s'appelle le service national. Un peu un appel comme ça que j'attendais plus, tu vois, t'avais oublié. J'avais oublié que ça existait. Surtout qu'en Angleterre, ça n'existait déjà. T'as fait 2 ans, alors que normalement c'est 1 an. Pourquoi t'as fait 2 ans? Parce que j'ai fait un choix idéologique. J'ai affirmé être objecteur de conscience, c'est-à-dire ne pas vouloir porter d'armes. Et du coup, c'était un peu la punition. En même temps, je l'ai pas vécu comme ça. Au lieu de faire 12 mois, on en faisait 24. Et on n'allait pas en caserne, mais on devait chercher un lieu d'affectation plutôt dans le monde associatif. Donc je suis arrivé à Rennes avant l'été de cette année-là, et je me suis mis à chercher parmi les associations qui étaient connues pour accueillir des objecteurs de conscience. Et j'ai trouvé une association rennaise, Études et Chantiers, qui m'a
proposer un rôle. Ils accueillaient pas mal d'objecteurs de conscience. On était au moins 5 ou 6 l'année où j'y étais, les 2 années où j'y étais. Mais moi, ils m'ont proposé un rôle de terrain, d'aller sur les chantiers, parce que de fait, leur mission, c'était d'organiser des chantiers à la fois d'insertion de population et d'accueil d'étrangers aussi. Et tâcheron de base, petit à petit, je suis devenu un peu co-encadrant, puis encadrant de ces chantiers-là, et puis aussi ensuite responsable des projets que, à l'année, en fait, j'allais chercher sur les communes les projets qui pouvaient avoir. Les chantiers possibles à faire. À nous confier, voilà. Donc j'ai appris tout ce truc que je ne connaissais absolument pas, le monde associatif en général, et le bénévolat aussi. Qui est resté quelque chose d'important pour moi dans la vie, quoi. Ouais, ça crée de l'ADN quand même sur ses propres fonctionnements. J'aimerais bien que tu reviennes sur quelque chose également dont tu m'as parlé. Tu disais que tu étais passionné de physique et que c'était quelque chose qui était très important au niveau musical. Alors, quand tu m'as dit ça, j'ai rien compris, je dois avouer. Qu'est-ce que tu fais que le rapport entre la physique et le monde musical et la création de guitare? À partir du moment où, depuis une quinzaine d'années, je me suis vraiment centré sur la guitare acoustique, alors que les 15 premières années, j'avais davantage, par la clientèle que j'avais à Rennes sans doute, et puis peut-être par goût aussi, développé le côté guitare et basse électrique. L'acoustique, et surtout à partir du moment où on cherche à modifier, comme d'abord intuitivement et puis ensuite de manière un peu plus rationnelle, l'objet, quoi, la chaîne acoustique de l'instrument, et justement, il faut se poser des questions de comment ça fonctionne, et c'est de travailler à un moment, par chance aussi, avec une équipe d'acousticiens, notamment du laboratoire d'acoustique du Mans, parce que collectivement, en tant qu'association de luthiers, on s'est mis en relation avec eux. Et là, j'ai découvert ce monde scientifique de la mesure et de l'analyse acoustique, et que je trouve absolument fascinant. Alors bon, moi je le trouve fascinant parce que il s'applique à ma passion qui est la guitare. Je ne sais pas si finalement j'aurais aimé faire de l'acoustique pour insonoriser des voitures, ce qui est souvent leur travail quotidien. Mais en tout cas, la compréhension de tout ça m'a fait me souvenir que j'adorais la physique quand j'étais à l'école et que j'aurais très bien pu faire des études d'acoustique. Ça m'aurait sans doute passionné. En tout cas, je l'utilise empiriquement, mais on a développé, grâce à eux, des outils de mesure du comportement de nos guitares qui nous permettent de mettre des chiffres, oui, des fréquences notamment, sur quelque chose qu'on entend. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on distingue une guitare d'un violon, bon, par exemple, mais on va prendre quelque chose d'un peu plus proche, d'un banjo, par exemple, voilà. C'est tous les deux des instruments à cordes, parfois ils sont même accordés pareil, avec les mêmes cordes, et pour autant, il se passe quelque chose. Alors on le sait, banjo c'est une peau, la guitare c'est du bois, c'est une table. Mais il n'empêche que, qu'est-ce qui se passe réellement en termes de fréquence, de spectre de fréquence, de mode, entre une guitare et une autre, même simplement. Eh bien, merci Fred Copeau pour toutes ces informations sur ton parcours. On reviendra la semaine prochaine parce que tu as encore plein de choses à dire sur d'autres éléments qui nous permettront de mieux comprendre encore comment se fabrique une guitare. Je te remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière émission avec Fred Copeau que vous pouvez retrouver sur son site web Copeau Guitare, où vous pourrez avoir toutes les informations sur son travail de luthier. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.